Bienvenue au studio Frandroid, Merci. bienvenue à la DroidCon Paris. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es? Alors c'est une grande aventure. Donc je suis Cédric Ravalec, je suis le PDG de Génie Mobile Mhm. et je suis de formation ingénieur, EPITA. J'ai démarré le développement à l'âge de 15 ans. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont envoyé aux États-Unis pour faire des summer camp où j'ai Ok. commencé à développer sur Apple, Mhm. Apple IIe et IIc, sur Commodore 64. Et voilà, je suis toujours passionné d'informatique, j'ai 42 ans maintenant. Et donc suite à mes écoles d'ingénieur à l'EPITA, je suis passé du côté obscur de la force. Ouais. Pendant près de 15 ans, j'ai fait du commerce dans l'open source autour de Linux. Donc j'accompagnais les grands comptes à intégrer des briques open source dans le RSI. Et donc j'ai connu la révolution de Linux dans les années 96-97. Et puis il y a 2 ans et demi, est arrivé Android, qui était le premier OS open source, alors pas développé de manière communautaire, mais open source. Mhm. Arrivé sur le marché, j'avais l'impression que j'allais revivre un petit peu ce que j'avais vécu avec Linux. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Et donc, donc j'ai décidé avec mes associés, Angélique, Arnaud et Daniel, de créer une société d'expertise sur cette technologie qui est Android et d'accompagner les grands comptes, les industriels et l'administration française à intégrer ces technologies dans leur système d'information et dans leurs produits communicants. Et donc maintenant, Génie Mobile, c'est 35 personnes en 2 ans et demi. C'est l'année dernière plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de 4 millions cette année normalement. Je pense qu'on commence à être reconnu sur le marché. Mhm. Voilà, et on est toute une équipe de passionnés et on travaille aussi bien sur la partie système, donc tout ce qui est système d'exploitation Android. Donc on adapte un peu les ROM Android. Et puis on travaille aussi sur la partie applicative. Voilà. Du coup, hier, tu as présenté un nouveau produit qui s'appelle Genymotion. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, donc on a créé une société de services et de conseil et d'expertise. Et c'est un peu le fantasme, je dirais, pas mal de boîtes de services à un moment donné, c'est de basculer dans le domaine du logiciel. Mhm. Donc on y va doucement. Alors on y va déjà. Moi j'ai aucune expérience dans ce domaine-là. Donc on s'est associé avec Daniel. Daniel Fage, c'est un serial entrepreneur qui a déjà monté une première start-up qui était une success story en France, qui est Arcoon, qui d'ailleurs a été racheté depuis, qui était un firewall voilà, sur Linux et beaucoup d'administrations françaises utilisent. Et lui savait ce que c'était du soft, il sait ce que c'est qu'une roadmap et d'avoir une équipe de R&D. Ouais. Et dès qu'on s'est associé avec lui pour répondre à une problématique qu'avaient nos développeurs, tout simplement, Mhm. c'est une forte problématique de tout ce qui est test, dû à la fragmentation d'Android. Comme tu dois le savoir, voilà, chez Frandroid, il y a énormément de devices avec des types d'écrans différents, avec des versions d'Android différentes. Et voilà, et on avait une grosse problématique, c'était pour les développeurs, en tout cas, c'est de faire des tests et pouvoir faire d'émuler un petit peu leur application. Ouais. Et Google fournit donc un SDK pour les développeurs. Mhm. Et il y a un émulateur dans ce SDK, mais il s'avère que peu de gens l'utilisent parce qu'il est extrêmement lent. Malheureusement. Et donc on a décidé de refaire un émulateur Android avec D'accord. une nouvelle approche que celle de Google. Et c'est ce qu'on a donc annoncé lors de la DroidCon. Donc ça s'appelle Genymotion, Genymotion. Et cet nouvel émulateur est 10 fois plus rapide que celui de Google. On va pouvoir émuler plein de sensors. On a développé un script pour Ok. pouvoir scripter des tests et ce genre de choses. Et c'est ce qu'on a annoncé. Ça vient historiquement d'un projet open source qu'on avait créé qui s'appelait AndroVM. Ok. Où il y a eu plus de 300 000 téléchargements en 6 mois. Donc c'est là où on s'est dit qu'il y avait un besoin et qu'on pouvait investir du temps et de l'énergie sur ce projet. Et donc maintenant c'est une équipe basée à Lyon de 5 développeurs dédiés sur ce produit. Et là, du coup, concrètement, de quoi il s'agit? Alors en termes de techno, c'est basé sur des machines virtuelles. On Ok. est au-dessus de VirtualBox. Ok, donc c'est VirtualBox qui ouais. remplace QEMU. Exactement. QEMU étant donc la solution mise en place par Google. Ouais. Et qui fait que c'est assez lent. Donc voilà, donc en termes de techno, en effet, c'est des machines virtuelles et ça a beaucoup d'intérêt. Déjà, c'est beaucoup plus rapide. On a pu attaquer directement les chipsets graphiques pour faire tout ce qui est OpenGL. Donc, on peut jouer à des jeux et tester des jeux. On a aussi utilisé la techno d'Intel qui est l'Iboudini, qui permet de faire tourner du code natif ARM sur x86. Ça, c'est quand même assez pratique, sachant que la plupart de nos APK sont précompilés pour les processeurs ARM. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on est en discussion avec Intel sur l'utilisation de cette lib et un partenariat avec eux. Et puis, à l'inverse aussi de l'émulateur de Google, on intègre les Google Apps. Voilà. Et donc on est reconnu comme une tablette ou comme un smartphone sur le marché et on peut accéder aux Google Apps, au Market, au Google Play et télécharger des jeux et des applications. Et donc ça répond, on s'en est rendu compte, ça répond à 3 grosses problématiques. Première problématique, c'est les devs, d'où la présence à la DroidCon.
Et on sent que voilà, il y a un fort engouement. En tout cas, moi, je suis assez heureux déjà pour les équipes, pour nous, mais aussi pour les développements, parce qu'on a un peu la même philosophie que Google, c'est qu'on veut voilà améliorer les développeurs enfin, dans leur travail au quotidien, et je pense qu'on va résoudre certains types de problématiques. Mais on s'est rendu compte aussi que ça répondait à une autre problématique qui est toute simple, mais que dans toutes les boîtes françaises et dans le monde ont besoin, tout ce qui est présentation. À chaque fois, c'est toujours compliqué de présenter des applications en réunion ou, voilà, ou quand il y a des concours, à chaque fois il faut des caméras, ou il faut essayer de brancher. Voilà, enfin, c'est super compliqué, il faut être clair, c'est toujours très compliqué. Et là, très simplement, ben voilà, on peut rétro-projeter, on peut même avoir un smartphone, une tablette, enfin, voir un peu la différence et le comportement de l'application. Mais on émule même les Google Glass. Voilà, c'était pour montrer qu'on n'émule pas, et la technologie ne permet pas seulement d'émuler l'Android d'une tablette ou d'un smartphone, mais aussi n'importe quel objet connecté. Tout système embarqué en fond qui fonctionne avec exactement. Un système type Android. Et voilà, et là, quand on le présente à pas mal de boîtes, notamment Orange par rapport à l'application, ils sont super intéressés, ou des clients qu'on peut avoir sur le Génie Mobile. Donc là, je pense qu'il va y avoir un fort engouement sur toute la partie présentation. Et le dernier point qui, je pense, est l'avenir, vraiment l'avenir, c'est que Android, je pense, échappe un tout petit peu à Google dans le sens où on va aller au-delà du smartphone et de la tablette. Il y a quand même actuellement plus de 900 millions d'activations de terminaux Android, hein, c'est ce qui a été annoncé par Google I.O. Mais je pense qu'il y aura des milliards d'objets connectés basés sur Android. Je dis bien basés sur Android, donc on a les Google Glass là, qui vont arriver, il y a des montres qui arrivent, enfin, voilà, il y a les PES-personnes, enfin il y a des boîtes qui passent là-dessus. Dans les voitures, il y aura Android dans toutes les voitures. Frigos, des fours, notamment chez LG. Voilà. Et je pense qu'Android était un très très bon système pour aller dans l'embarqué finalement, là où Linux est encore très très présent. Et donc dans ce cadre-là, on est en contact avec pas mal d'OEM, dans le monde de la télé par exemple, ou même chez les constructeurs automobiles, qui ont deux problématiques. La première problématique, c'est quand ils développent ce type d'outils, ils cherchent une communauté de développeurs autour. Et donc l'objectif pour nous de Genymotion, c'est de l'offrir gratuitement à tous les développeurs dans notre business model et de créer cette communauté de développeurs qui vont développer avec cet outil. Et donc ces OEM vont vouloir accéder à cette communauté. Donc on va travailler avec eux pour porter leur système Android, qu'on peut avoir par exemple dans les véhicules, sur notre émulateur. Et donc si toi demain tu es développeur et tu veux développer un service pour Renault par exemple ou pour Ford, bah, tu pourras dans Genymotion télécharger et émuler finalement le tableau de bord ou la tablette multimédia qui fonctionne sur un fork d'Android. Exactement. Et voilà, et développer et tester ton application. Donc ça répond réellement à une problématique. Ils sont fortement intéressés, on est en discussion avec eux là-dessus. Mais ils sont aussi extrêmement intéressés pour tout ce qui est test. C'est que actuellement, il faut décorréler la partie software de l'OS de la partie hardware. Et une pression très forte, on est sur un time to market enfin voilà, il y a un challenge énorme en ce moment, et les deux doivent avancer en même temps, c'est-à-dire que le hardware et le software. Et les développeurs, ils ont un gros souci, c'est quand ils développent et ils veulent tester leur OS, le hardware il n'est pas fini. Et donc quand il y a des bugs qui remontent, on ne sait pas d'où ça vient. Et donc ils sont très intéressés par Genymotion pour pouvoir tester leur ROM, et même les constructeurs de terminaux, hein, pour la tester en avance de phase. En avance de phase et décorréler du hardware à un moment donné. Et après, il y aura bien sûr une passe sur le hardware, mais voilà. Donc ça les intéresse aussi fortement dans ce cadre-là. Ok. Toi, la communauté de développeurs, tu as l'habitude de la fréquenter depuis en fait le lancement de l'aventure Génie Mobile. Est-ce que tu trouves que les développeurs sont suffisamment bien soutenus en France? Android en général, mais effectivement, allons-y pour la communauté Android. Alors, en effet, la société s'est créée, alors pas au même moment, mais pas très loin, avec le Paris Android User Group, auquel d'ailleurs je participe assez fortement sur la partie partenaire. Je pense qu'on peut être fier de notre communauté. Parce que c'est pas simple d'animer une communauté, c'est pas simple, c'est une association. Donc trouver des gens qui soient toujours motivés pour animer cette communauté-là, c'est pas des plus simples. Je pense qu'on peut être fier aussi de la DroidCon, c'était vraiment pas gagné d'avance. Je pense que tout le monde l'attendait, parce qu'il y a déjà eu des DroidCon à Londres, en Allemagne et autres. Et donc je pense qu'on peut vraiment être fier du boulot qui a été fourni, et notamment de la part de Romain Ménétrier, qui a bien bossé avec RIP et Thibaut. Donc voilà, c'est un message que je voulais faire passer. Maintenant, je pense que on doit encore apprendre beaucoup de choses, on doit encore plus l'animer. On a une référence devant nous, c'est les JUG, Java User Group, qui eux, ont bien su s'organiser, ils sont très forts, ils font un événement qui marche très très bien en France.
Donc voilà, on va essayer de se rapprocher un petit peu d'eux et de prendre exemple sur eux. Je pense que... Est-ce qu'on est soutenu, nous les développeurs? Si tu compares aux États-Unis, non, parce que le développeur, malheureusement, en France, il n'est pas valorisé comme il le devrait. En tout cas, moi, c'est ma vision. Ouais. Donc, je fais d'ailleurs dans ma boîte, on a des gens super seniors qu'on paye bien. Enfin voilà, on a une approche plutôt à Ça veut dire l'américaine. qu'un développeur, ça peut vieillir et rester un développeur. Ça, c'est incroyable. C'est un message qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre en France. Oui, mais ça n'empêche que, enfin moi personnellement, en tout cas, moi je suis un ingénieur de formation, comme je te le disais en introduction, je ne suis pas du tout commercial, je suis autodidacte, mais c'est ce qui fait la force d'une boîte, je pense. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Parce que c'est vrai qu'on a de temps en temps, on a l'impression que les discours des écoles d'ingénieurs, c'est bon, tu vas bosser du technique 2 ans, puis après, gestionnaire de projet, et puis surtout, oublie la technique, quoi. Ouais, mais c'est vrai. C'est un message très négatif. En fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais d'où le fait d'ailleurs qu'il y a pas mal de développeurs qui partent de France. Mais tu prends Daniel, voilà, notre directeur de R&D, mais il code, le soir il code. Et c'est un très 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 bon développeur. Il restera toujours un très très bon développeur. On a des gens chez nous qui travaillent par exemple sur Libon, l'application d'Orange, et qui s'occupe de toute la voie sur IP, qui s'appelle Carmen, qui vient du Canada, et qui est une développeuse senior et qui est excellente. Et elle veut continuer dans le développement, et elle a raison, et je la soutiendrai là-dessus. Donc non, je pense qu'au contraire, il faut qu'ils se fassent connaître, et je pense que c'est des gens importants. Moi j'aurais aimé être un très bon développeur, malheureusement, malgré que j'ai développé assez jeune, voilà, j'étais peut-être pas fait pour ça. Et en ce moment, en France, on parle beaucoup de création d'entreprises et d'investissement aussi, et parfois ça crée même des débats. Qu'est-ce que tu en penses de ce climat un peu particulier en ce moment autour de ça? Écoute, je ne sais pas trop quoi te dire. Je pense que, bien sûr, on doit pousser les jeunes à créer des boîtes. On est quand même dans une culture où il faut être carriériste. On a plutôt des grands comptes chez nous et des PME, c'est un peu plus compliqué, où des jeunes poussent. Je pense que ça change. Il y a quand même un mouvement qui a été assez fort. Ce que je regrette peut-être un petit peu, avec tous les phénomènes que j'ai appris à connaître en ces 2 ans et demi, c'est un phénomène où on est plutôt dans le B2C. Ce qui est à la mode, c'est de créer des boîtes dans le B2C, surtout avec le mobile. Voilà, c'est l'application autour de réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a plein de concours. Alors c'est vrai que le marché est tellement massif qu'il y a un intérêt. Je pense quand même qu'il y a aussi une place pour les sociétés comme les nôtres où on ne fait pas spécialement du B2C mais du B2B ou du B2B2C. Voilà, qui ne sont peut-être pas assez mis en avant. On met trop en avant des jeunes pousses qui vont développer 1 ou 2 apps, ça c'est ce que je pourrais dire. S'il y a un message que je peux faire passer, alors même si c'est peut-être pas le bon endroit, mais je tenais quand même à le dire, peu importe le gouvernement qui est derrière, si Génie Mobile existe aujourd'hui, c'est grâce au système français. Parce que les associés que nous sommes, et surtout moi me concerne, parce que j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants et une femme, et j'ai un appart à payer, jamais, mais au grand jamais, j'aurais pris ce risque-là si on n'avait pas un système où en tant que chômeur, on pouvait créer et continuer à toucher le chômage. Et je tiens à le dire parce que voilà, sans ce système-là, il n'y aurait pas eu Génie Mobile, et Génie Mobile maintenant c'est 35 emplois. Et voilà, donc je pense qu'il y a des bonnes choses dans notre système, il faut les connaître, il faut bien les utiliser. Alors, il y a peut-être des gens qui abusent de ces systèmes-là. Mais voilà, moi je tiens à remercier l'État et le système français pour ça. Et ça, je ne l'aurais pas aux États-Unis. J'aurais plutôt des investisseurs qui seraient derrière moi, certes, qui m'auraient peut-être mis du cash, mais je ne ferais pas ce que je veux. Donc voilà, je trouve que le système français, non, au contraire, il est bon. Il y a pas mal, pour les boîtes qui font du dev, il y a pas mal de systèmes qui existent. Il y a des structures comme des structures étatiques qui vous aident dans l'innovation, pour vous accompagner, le CIR et ainsi de suite. Maintenant, voilà, il faut se faire entendre, et c'est toujours comme ça en France. Il faut toujours crier, mais non, moi je suis fier d'être en France, j'aime mon pays, on a un beau pays, on a une belle ville. Donc si on part ailleurs, ou si je vais ailleurs demain, voilà, c'est peut-être pour avoir plus de fonds, si un jour on a besoin des fonds, mais non, j'aime bien les développeurs français, on est bons. C'est pour ça que les Américains viennent de nous dire. Il y avait 2 personnes qui étaient interviewées, je crois une de ces personnes-là, je n'ai plus son nom en tête. Fabien, voilà, il part aux États-Unis, et bon. Avant ça, il était déjà pas en France, mais effectivement. Mais il y a pas mal de gens qui partent. Moi, j'ai vécu 3 ans au Canada. Je travaillais dans une compagnie il y avait 35 employés quand je suis arrivé. Quand je suis parti, il y en avait 100. Quand je suis arrivé, j'étais le seul Français ou presque. Et quand je suis parti, effectivement, il y avait pas mal que ça. Donc ça dit bien l'attractivité que ces pays-là ont. Mais ça fait du bien aussi d'entendre ton discours.
montrer qu'effectivement il y a des avantages et que après je pense que chacun fait ses choix. Je pense qu'on... Non, j'ai d'autres questions en fait. C'est quoi ton téléphone en ce moment, Cédric? C'est-à-dire? Quel est ton téléphone? Quel est ton modèle de téléphone? Non, je te demande pas ton numéro. Mais bon, on ne sait jamais. C'est un Samsung Galaxy Note 1. D'accord. Voilà, sur une ROM d'un de nos clients, voilà, qu'on fait, parce qu'on a... Enfin voilà, c'est pas une ROM stock, constructeur, voilà. Et c'est un Note 1. Et est-ce que tu te souviens de ton premier téléphone portable? Oui, c'était à Londres parce que donc mon dernier job et mon premier job d'ingénieur c'était à Londres, à la COFAS, où j'ai fait mon stage de fin d'études d'EPITA et en même temps ma coopération pendant 1 mois et demi à la COFAS. Et j'avais un gros téléphone, mais alors je crois que c'était un Motorola. Aujourd'hui, quand tu mesures le chemin parcouru entre ces deux téléphones, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ce qui m'inspire, c'est que tout va passer par ça. C'est notre portefeuille, on va tout avoir dedans. Et c'est un message que je peux faire passer. Alors, c'est ma vision aussi. T'es là pour la partager, ça tombe bien. On vit un phénomène qui est assez intéressant parce que je trouve qu'on revient dans le monde des années 60-70 avec les smartphones. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 60-70, quand une société achetait du Bull ou achetait de l'IBM, il y avait le hardware qui allait avec le software. Et on ne pouvait pas décorréler les deux. Après arrivait le monde des mini, avec les Unix, puis après le monde de la micro. Et là, ce que je trouve dingue, c'est que quand j'achète un matériel qui est un téléphone, parce que c'est ça que j'achète avant tout, j'ai un OS qui va avec et qui est lié à mon téléphone. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Alors, je suis grand public, ça me va. Mais quand je suis une entreprise, c'est pas possible. Si je suis, je sais pas moi, une société comme Total et que je déploie 5000 ordinateurs portables, c'est pas le Windows de la Fnac que je vais installer dessus. Je suis administrateur de mon parc, je dois l'administrer, je sais mes jours. À l'heure actuelle, si je déploie, et on commence à avoir des déploiements de smartphones ou de tablettes, c'est un OS grand public que je ne maîtrise pas. Et ça, je pense que ça va changer. En tout cas, je pense qu'il faut que ça change. Si demain, la tablette ou le smartphone devient un poste de travail, il faut que ça change. Et je pense qu'on a besoin demain d'une offre un peu comme l'a fait Red Hat avec Linux. Donc d'avoir une structure qui soit un peu le Red Hat de l'Android. Voilà, et d'avoir un SOC ou une distribution Android professionnelle, supportée, que le client peut masteriser, il peut gérer ses mises à jour. C'est pas à l'opérateur ou au constructeur de gérer les mises à jour d'un parc métier de tablettes, voilà, de la Poste ou de Total ou de la SNCF. Et donc ça, je pense que dans le monde du B2B, donc ce qui me concerne particulièrement, on va vivre de grosses révolutions. Nous, en tout cas, on essaye d'y travailler. Et voilà, il y a des nouveaux acteurs, des nouvelles offres qui vont en acte là-dessus. Et Google laisse le champ libre parce que Google a une stratégie que grand public et pas du tout B2B. Ok, écoute, je te remercie Cédric pour cette super interview. Et puis écoute, on se croise dans les couloirs de la DroidCon. Avec grand plaisir, merci à vous.